Salutations chers disciples d'Avan et bienvenue dans notre 21e review consacré à l'anime Dai no Daiboken. Cet épisode intitulé La décision de Mam a été diffusé le 27 février 2021 et nous présente les événements qui font suite au combat contre Flatzard dans chaque camp. Et le nouveau protagoniste qui sera introduit dans cet épisode aura une importance capitale dans la suite de l'aventure. Cet épisode adapte les épisodes 73, 74 et 75 du manga et couvre la moitié de l'épisode 38 et l'épisode 39 de l'anime de 1992. Un peu de courage et on est bientôt à la fin de l'ancienne série animée. Puisqu'il s'agit d'un épisode de transition où il n'y a pas de combat, il a été sous-traité et c'est encore une fois Katsuyuki Sumizawa au script. C'est le 5e épisode qui n'a pas été produit par Toei Animation. Après la sous-traitance des épisodes 8, 10, 12 et 16, celui de cette semaine était réalisé par les studios Lynx et Geek Toys. Ces studios ont embauché pas moins de 6 directeurs de l'animation. Nous avons donc Tomokatsu Nagasaku qui fut animateur principal sur Show by Rock. Il a également été le character design de Arad Senki. Ensuite, Masaki Sakurai, character designer de Demon Bay, Soranoto et Hime Goto. Puis Kenji Hattori, vétéran de l'industrie depuis 1980. La seule fois où il a été character designer, c'était sur du hentai. Il a ainsi travaillé sur Beep ou encore Beep. En ce qui concerne sur le Safe for Work, il a été directeur de l'animation sur les franchises de Boruto, Inazuma Eleven ou encore Card Fighter Vanguard. Le suivant est Yusuke Adachi, qui a plus l'habitude d'être animateur clé. Il est d'ailleurs actuellement animateur principal de Vlad Love, le tout nouvel animé de Mamoru Oshii. Le passage avec Pop et Matorif est certainement sa partie. Et enfin Daisuke Takimoto, qui a par exemple travaillé l'année dernière sur le remake de Orphan et Princess Connect. Pour garder un style constant, Isaichi Kagawa a supervisé tout ce petit monde sur cet épisode 21. L'équipe a été chaperonnée par Masaki Utsunomiya, réalisateur affilié au studio J. Il n'a pas une grosse carrière et est un réalisateur d'épisodes depuis moins de 5 ans. Il a par exemple été en charge de l'épisode 19 de Lupin 3 partie 5 ou l'épisode 4 de Kaguya-sama. Il a un parcours inhabituel puisqu'il s'occupait du montage en post-production avant de prendre la casquette de réalisateur. Le storyboard de cette semaine est l'œuvre de Yoshiyuki Kaneko, qui a été réalisateur assistant sur Green Man et Promare. Il a entre autres réalisé Little Witch Academia, l'épisode 7. Kazuhiko Sasaki est un autre vétéran qui a travaillé sur Emi Magic ou encore Mr. Hajiko alias le petit chef. Bref, un pur produit du studio Trager. Il est enfin temps d'analyser ce 21e épisode après cette partie de staff qui a duré des plombes, et ce malgré que ce soit un épisode de transition. Nous avons à nouveau beaucoup de choses à dire. Let's go! L'épisode débute à Papnica, sur ce qui pourrait être un château de province ayant été loin du champ de bataille. Pour info, le 3e film de Dai est supposé s'insérer pile à ce moment. Ne vous en faites pas, nous parlerons un jour des films. Nous avons une courte scène où Léona est en train de guérir Marine, mais pas le temps de niaiser. On passe tout de suite au pistolet magique qui explose une fois de plus. Évidemment, ceci est une scène rajoutée. Dans le manga, nous n'avions pas eu cette chance de voir Baduk tenter en vain de le réparer. Néanmoins, dans cette adaptation, le vieil homme indique que le créateur du pistolet était un vrai génie. Avan doit être fier de sa création de là où il est. Sur ces entrefaits, des soldats courent dans les couloirs de l'édifice vers la pièce où Léona prodigue ses soins magiques. Ce qui, par la magie du scénarium, fait que Mam et Baduk vont les suivre. Nous apprenons alors que les sorts utilisés par la princesse est en fait un Beoma, le sort de soin complet qui est apparu pour la toute première fois dans Dragon Quest II. C'est la princesse de Ruislune qui l'apprenait en atteignant le niveau 15. Ce sortilège permet de guérir toutes les blessures et redonne tous les PV au personnage qui le reçoit, ce qui est très pratique dans certaines situations bien entendu. En voyant Marine complètement rétablie, Mam paraît très désemparée et on la comprend. Elle vient de perdre son arme fétiche et ses sorts de soins sont plus faibles comparés à ceux de Léona. Elle décide donc d'aller s'entretenir avec Matorive. La jeune femme arrive sur la plage où nous avons Pop et Matorive qui flottent au-dessus de l'eau tout en faisant un duel de magie sous les yeux de Dai et Gomechan.
le vieil archimage indique que les pouvoirs de Pop ont augmenté, ce qui paraît normal après la dure bataille qu'ils ont livrée. Il a dû gagner pas mal de niveaux. Nous assistons à la seule scène d'action de cet épisode, qui est très bien animé. Les effets des sorts de Jira et de Yora sont bien retranscrits et fidèles aux planches d'origine, en conservant les mêmes angles de caméra. Sous les yeux ébahis de Matoriv, Pop esquive avec sa toute dernière incantation Tobelula, traduit ici par léviportation. C'est un sort dérivé de Lula qui permet de léviter et donc de se déplacer librement dans les airs. Celui-ci est exclusif à Dai no Daiboken et ne consomme presque pas de mana. Si l'on connaît Lula, alors Tobelula devient une formalité à maîtriser. Matoriv n'a pas dit son dernier mot et donne un coup de tête à son jeune apprenti, lui aussi en utilisant cette formule. Dai demande à Matoriv de lui apprendre des sorts sympas, mais il explique que c'est au magicien de savoir toutes ces incantations pour soutenir le héros. Et oui, nous en arrivons à une belle explication sur les vocations dans la licence Dragon Quest. La classe de héros ainsi touche un peu à tout, qui est un excellent guerrier qui utilise des épées, dagues et haches, peut utiliser des magies offensives telles que le Mera, le Jira et surtout le Raiden, mais aussi de soutien comme des sorts de soin, mais il n'excellera jamais dans tout, car sa vraie force réside dans son courage. Cette tirade de Matoriv sonne dans le cœur de Dai, mais aussi dans celui de Pop qui se dit qu'il manque de courage. Toute la scène est une véritable réussite, et la musique qui l'accompagne est de toute beauté. Mam ayant observé toute la scène se pose encore plus de questions, et encore une fois, par derrière en plus, Matoriv rate une tentative de pelotage. Ce n'est toujours pas sur cette adaptation qu'il parviendra à toucher une paire de seins. Dans l'anime de 91, cette scène était vraiment allée trop loin. Matoriv saignait du nez avec un visage plus pervers qu'auparavant, tout en malaxant allègrement les seins de sa protégée de 16 ans. Je crois que ça se passe de commentaires. Cette scène est loin d'être inutile pour autant, ainsi par les mots de notre pervers, nous apprenons que Mam a hérité de la force de son père, ce qui a l'air de faire réaliser quelque chose à Mam. Changement de scène, le royaume de Papnica est en pleine reconstruction. Après les attaques subies par la Légion des Immortels, une réunion entre nos héros et les sages est en cours pour préparer une attaque contre la base de l'armée du mal, qui se dresse dans les monts Gilmen. Ici, les trois sages participent à la conversation. Dans le manga, ils n'étaient que figurants. C'est intéressant de voir Pop indiquer l'endroit sur la carte et nous rappelle que Crocodile et Yunkel sont partis en éclaireur. Se sentant inutile, Mam souhaite en effet changer de classe. Elle veut retourner à Romos et s'entraîner afin de devenir artiste martial. Si le concept de classe est apparu dans Dragon Quest 2, c'est le troisième opus de la série qui révolutionnera le monde du RPG à son époque en 1988, notamment en proposant la possibilité de changer de classe. La réaction de Pop est savoureuse, avec sa morvonnée, et le travelling montrant l'étonnement de toutes les personnes présentes respectent bien la planche d'origine du manga. Comme d'habitude, Léona fait part de sa franchise, mais Mam ne lui en tient pas rigueur, bien au contraire. Afin de ne pas casser le rythme, ce passage a été entièrement adapté d'une traite. Le manga coupait au moment où Mam annonçait son intention de départ, et les raisons ne furent données qu'au chapitre suivant, sous forme de flashback, laissant ainsi un léger suspense. Oui, car pendant ce temps, à Veracruz, dans la forteresse du Roche-Démon, Adlar est en plein stress. Il a perdu la moitié de l'effectif de son armée. Un air de flûte résonne dans la citadelle noire. Adlar et sa sueur savent de suite ce qui arrive. Un nouveau personnage qui deviendra ô combien important dans la suite de l'histoire approche. Il salue d'un joyeux good evening et se présente, Kilvern, surnommé Shinigami ou bien le faucheur dans la VF. Il est l'assassin personnel de l'empereur du mal, Vern. Il est accompagné par son fidèle acolyte Piroro, un fêlé. Kilvern est incarné par Hirioki Yoshino. Malgré son âge vénérable de 47 ans, il a déjà 25 ans d'activité dans le monde du doublage, où il a notamment incarné Kimblee dans Fullmetal Alchemist Brotherhood, Alleluja dans Gundam 00 ou encore présente Mick dans My Hero Academia. 驚いたなミスと君が話してるのを見るなんて何十年ぶりだろうね。びっくりびっくり。
Le moins que l'on puisse dire, c'est que sa voix est une très bonne surprise sur Kilvern, personnage qui enchaînera des punchlines, et ça, Hiroyuki Yoshino est un très bon choix. Quant à Pierrot, eh bien ils ne l'ont pas crédité, comme les seiyuu du Garuda. Eh oui, nous ne t'oublions pas non plus. Dans l'anime de 1991, la mélodie de la flûte de Kilvern était une variation du thème de Dungeon de Dragon Quest II. La mise en scène se voulait plus pesante avec le rire de Pierrot qui se faisait entendre au loin avec de l'écho. De plus, le seiyuu de Kilvern était le même que celui d'Avan, à savoir Hideyuki Tanaka. Des théories farfelues à l'époque disaient qu'Avan n'était pas mort suite au Megante contre Adlar et que Vern lui avait lavé le cerveau pour être dans son armée. Ils en voulaient pour preuve le fait qu'il parle en anglais à certains moments. Il est possible néanmoins qu'une idée au sein du staff ait germé entre Kilvern et Avan, mais qu'au final, cette idée fut abandonnée. Quand Adlar exige les raisons de la présence de l'assassin, Vern y va de sa petite pique bien sentie en disant que quelqu'un avait commis une erreur. Et hop, petit coup de pression supplémentaire envers le commandant suprême des forces du mal. D'ailleurs, ces deux-là se connaissent en s'appelant par leurs petits diminutifs, Mist et Kill. Les méchants aussi ont le droit d'être mignons quand ils le veulent. Au lieu de répondre, Kilvern se moque courtoisement de son hôte et Pierrot qui nous fait un petit récap des défaites cuisantes de l'armée du mal. Cela reprend de fort belle manière la planche d'origine du manga sans pour autant faire le bête flashback. C'est plutôt bien vu car notre attention est portée sur Pierrot. Le personnage est indissociable de Kilvern et qui caractérise bien la personnalité de l'assassin attitré de Vern. D'ailleurs dans le manga, Pierrot a bien moins de dialogue, il n'avait quasiment que ce petit monologue. Ici, depuis son apparition, il se permet d'être un poil plus provocateur avec des interventions d'ici et là. 2021 les enfants, soyons YOLO. Son stressomètre n'en peut plus, Adlar promet de finir Dai sur sa prochaine rencontre. Il n'a plus le choix, sinon qu'il va devoir se charger du commandant à coups de faux. C'est le meilleur moment pour l'entrée en scène de Baran et Zaboera. Voilà, toute la clique est réunie ici aussi. Le chef de la Légion des Dragons en a marre d'être évincé et ne laisse plus le choix à personne. C'est lui le prochain à affronter Dai. Il a bien compris le petit jeu d'Adlar. Dai est un chevalier dragon. Et bim, coup de stress final pour les deux cœurs d'Adlar. Kilvern stoppe cependant l'échange de politesse car il y a des choses plus importantes à faire d'abord. Stop. A noter qu'il dit stop encore une fois en anglais. En effet, sa mission n'est pas de venir se moquer de Adlar, non, ça c'était cadeau. Vern lui a confié sa clé afin de déplacer la forteresse du Roche-Démon. En effet, puisque Yonkel et Crocodile étaient d'anciens de la maison, avant d'aller voir ailleurs, il faut impérativement déplacer le quartier général. Kill enclenche le mécanisme de la citadelle. Celle-ci se met à trembler et s'éclaire. En voiture, Simone, on part faire le tour du monde. Nous retournons aux côtés de nos héros. Mam fait ses adieux. Léona nous indique qu'un certain dieu des arts martiaux habite dans les montagnes de Romos et demande à Pop pourquoi il tire la tronche. Eh oui, elle n'est pas au courant que notre magicien préféré a un gros faible pour Mam. Elle l'exulte de prendre son courage à deux mains et d'aller lui dire ce qu'il a sur le cœur, parce qu'il ne la reverra pas avant un long moment, ce qui est vrai d'ailleurs. Après mûre réflexion et un discours de la princesse sur le fait qu'il puisse mourir au prochain combat, Pop court auprès de sa dulcinée. Il lui propose de raccourcir son voyage à l'aide de Lula pour lui éviter plusieurs jours de voyage et accessoirement pour être seul avec elle. On l'a vu venir le bougre, on l'a vu venir. Léona s'en est donné à cœur joie et se délecte de ce nouvel épisode des Feux de l'amour qui se passe sous ses yeux. Dai est blasé comme jamais et Gomechan ponctue les phrases de notre jeune héros avec le même dédain. Pop met alors sa main sur l'épaule de Mam et rougit rien qu'au fait de la toucher et les deux s'envolent pour Romos. Mais l'atterrissage ne se passe pas aussi bien qu'il l'avait espéré et se retrouve dans la forêt maléfique près du village de Nail. Là où les deux se sont rencontrés, Mam se souvient de leur rencontre et a la même franchise de lui dire qu'elle le prenait pour un peureux. En soi, elle n'avait pas tort. Dans l'anime de 1991, un travelling repris du manga récapitulait tous les faits d'armes de Pop et la musique qui accompagnait ce moment était tout en délicatesse.
Les différentes cases du manga ici reprises dans ce creux 2020 sont parfaitement adaptées et retranscrivent bien l'émotion du moment. Pop prend tout le courage qu'il lui reste. Allez gamin, dis-lui que tu l'aimes, que tu ne veux pas la voir partir, que tu veux rester avec elle jusqu'à la fin de tes jours, que tu donneras ta vie pour elle. Mais au dernier moment, le jeune magicien se retient. Et c'est avec les larmes aux yeux et la morve au nez qu'il lui dit qu'il ne pouvait pas rêver d'une meilleure alliée. La musique de Yuki Hayashi est splendide, la scène est maîtrisée. Toshiyuki Toyonaga, qui interprète Pop, est encore une fois au top dans son rôle. Après avoir chambré, le mage s'en va en courant en se disant que c'était mieux comme ça et qu'il n'a pas encore assez de courage et de force pour lui dire. La dernière scène de cet épisode nous montre Yunkel et Crocodile devant où devrait être la citadelle de Roche-Démon. Mais tout est désert à l'exception de gigantesques empreintes de pas. Le guerrier immortel pense à suivre ses pas et demande à Crocodile de retourner auprès de Dai. Quelque chose de mauvais se trame. Il n'a pas tort, mais nous voyons un bateau qui navigue à l'extrême nord du monde, près des mortes terres, se faire fracasser par un bras géant. L'épisode se termine par une magnifique planche harmonie de la citadelle en train de se déplacer, qui reprend la toute dernière page du tome 8 du manga, comme pour nous indiquer que l'arc Flatzard est bel et bien fini, et tout ce qu'on a pu voir jusqu'ici n'était qu'un préambule à l'œuvre. Ça y est, Dai no Daiboken va enfin attaquer les choses sérieuses, pour le plus grand bonheur des fans et des futurs fans, nous l'espérons. Même s'il est de transition entre deux arcs, cet épisode charnière marque donc le départ de Mam qui quitte l'équipe. Il faut avouer qu'un départ de son plein gré d'un personnage jouable est une thématique assez rare dans les RPG, même aujourd'hui, et il est appréciable que Koji Nada et Riku Sanjo aient trouvé ce moyen pour faire partir Mam de l'équipe. La raison est justifiée et nous avons hâte de la voir revenir plus forte avec plus de forme, enfin plus en forme quoi, voilà, j'ai compris. Nous qui craignons énormément la présentation de Kilburn, mais celle-ci s'avère extrêmement fidèle aux planches d'origine. La musique de la flûte de la mort est composée par Yuki Hayashi, est en parfaite harmonie avec ce personnage, et son seiyuu Hiroyuki Yoshino lui confère un timbre vocal de toute beauté, en parfaite adéquation. C'est une belle réussite et on a hâte de le voir en action. Même si quelques dialogues ont été remaniés, cet épisode adapte quasiment le manga case par case, sans trop se fouler. Le style graphique est plutôt constant pour un épisode animé ailleurs qu'à la Toei, et la seule partie action de l'épisode est dynamique comme il faut. Nous avons eu droit à de belles planches, de l'émotion, à un rythme tout à fait correct, des explications concernant les classes et de belles musiques. Bref, que demander de plus à un bon épisode de transition qui adapte plus que fidèlement l'œuvre d'origine finalement. À partir du 22, nous attaquons donc le prochain arc, nommé officiellement Destin. C'est à partir de ce moment que le manga devient vraiment exceptionnel. C'est le moment de conseiller à vos amis de rattraper la série ou de commencer. Nous vous rappelons que les épisodes sont disponibles gratuitement sur ADN et Crunchyroll. Ceux qui n'ont jamais lu le manga ne sont clairement pas prêts pour ce qui arrive. Nous avons hâte d'en parler. Cette 21e review est désormais terminée et nous espérons que vous l'avez appréciée. N'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires et à vous abonner à la chaîne pour ne rater aucune de nos vidéos. Vous pouvez également nous suivre sur nos réseaux sociaux respectifs qui sont en lien dans la description. Allez, prenez soin de vous chers disciples d'Avan et à la semaine prochaine. Ciao.